je vais essayer de commencer le partage. Donc d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Madame. Ok, donc comme j'ai dit la dernière fois, donc on va commencer d'abord avec la révision avant d'entamer le deuxième chapitre. D'accord? Donc on commence avec les questions. Donc vous pouvez utiliser le chat, vous pouvez utiliser bien sûr vos micros, mais à tour de rôle. أستاذة عفاك. Oui? Oui, mademoiselle? Oui? Est-ce qu'il y a un problème? J'entends rien. C'est Fayrouz, c'est ça? Qui pose la question. Donc, en attendant que Fayrouz arrive à se connecter. أستاذة عفاك واش تقدري تصيفطي لينا في الكونت اكاديميك ديالنا لونغوجيسترومون ديال الحصة اللي كانت قبل من لا سيونس؟ Oui, je vais le faire, mais j'avais commencé, j'ai arrêté. Donc, je veux préparer la vidéo sans aucun problème. Je vais l'envoyer avec la séance d'aujourd'hui, sans aucun problème. Merci madame. Yallah. J'attends les questions comme ça. Madame, Oui. نعم. أستاذة عفاك واش تقدري تزيدي تشرحي لنا لا كاباسيتي دو شون اي لو بوين دو فليتريسمون؟ مرحبا. Ok, donc la différence entre... D'abord, je réponds à la question de Hamza Khouya qui pose la question quelle est la différence entre les stomates aérifères et les stomates aquifères. Donc, les stomates aquifères, ce sont des stomates... ce sont des stomates normalement par où sortent l'eau sous forme liquide, aquifère. L'eau, donc l'eau, elle est liquide. Les stomates, normalement, qu'on trouve au niveau des feuilles, où sortent, on parle de stomates en général, c'est des orifices par où sort l'eau. Donc, aquifère, l'eau, elle est à l'état liquide. Les autres stomates, c'est à l'état vapeur. Ok, je vais essayer de partager la partie, donc, première partie du cours. Donc, est-ce que vous voyez le partage? Oui, madame, ça marche. Ok, donc, il y a la question concernant... Non, je l'ai dépassé. C'est la quantité d'eau disponible dans le sol. C'est-à-dire quelle est la différence entre la capacité au champ et le point de flétrissement. C'est ça la question? Donc, je reviens à définir. Donc, on veut répondre à la question comment quantifier l'eau disponible dans le sol. Donc, l'eau qui existe dans le sol, il est sous forme, je reviens, sous forme libre, soit sous forme liée. Donc, l'eau liée, elle est liée par des forces osmotiques ou des forces matricielles. Des forces matricielles, c'est des forces, ce que j'ai dit, des forces physiques. Des forces osmotiques, c'est des forces chimiques. Donc, comment on va
quantifier cette eau disponible, donc il y a plusieurs paramètres pour quantifier cette eau disponible. Donc, la capacité maximale de rétention ou de saturation, la capacité au champ, le point de flétrissement, la réserve utile. Donc, j'arrive au schéma, vous avez devant vous, où on a schématisé un sol, où il y a des particules, où il y a de l'eau, et je donne l'exemple d'un seau que je remplis de sol. Ce sol, il y a des trous en bas. Je vais mettre de l'eau jusqu'à ce que l'eau sorte d'en bas, qu'elle soit lessivée. Je vais la récupérer en bas. Donc, c'est ce que j'appelle l'eau de gravité ou de saturation. Ça veut dire que j'ai un seau, par exemple, de 30 kg et je veux mettre 20 litres. Si je mets 20 litres et l'eau commence à sortir d'en bas, ça veut dire que on va appeler cette eau l'eau de gravité ou de saturation que je vais récupérer en bas. Une fois que l'eau ne sort plus des trous qui sont en bas du pot, donc je suis à la capacité au champ. C'est-à-dire c'est la quantité d'eau qui est retenue par mon sol. C'est-à-dire l'eau qui est liée par des forces osmotiques ou par des forces physiques. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la capacité au champ. La quantité d'eau retenue par les forces chimiques ou les forces physiques au niveau du sol. Une fois la racine commence à absorber l'eau, donc les racines, c'est de charbon, le main. Quand tu la racine, la quantité d'eau, elle va diminuer jusqu'à un point où la plante ne peut plus absorber l'eau. Donc, c'est ce que j'appelle le point de flétrissement. Donc, entre le point de ressillage, ça veut dire qu'il y a un lessivage d'eau, et le point de flétrissement, c'est ce que j'appelle la réserve utile en eau. C'est-à-dire c'est l'eau qui est disponible à la plante. C'est l'eau que peut absorber la plante. Donc, elle est retenue sous forme de film qui est assez épais autour des particules terreuses ou dans des fins capillaires. Cette eau est facilement absorbée par les racines. Lorsque j'arrive au point de flétrissement, vous vous rappelez le TD, au niveau du point de flétrissement, la plante ne peut plus absorber. Donc, je suis à un équilibre. Le potentiel hydrique au niveau du sol est égal au potentiel hydrique au niveau de la racine. Donc, l'eau ne peut plus être absorbée. Donc, c'est une eau qui est inutilisable par la plante. Pourquoi? Parce qu'il est retenu par des forces qui sont très fortes, sous forme de film très mince autour des particules du sol. Cette eau, elle est trop énergétiquement retenue, elle ne peut être absorbée. Donc, au niveau du point de flétrissement, le flétrissement, c'est donc c'est la plante. Quand est-ce que la plante elle flétrit? Lorsqu'il n'absorbe plus l'eau. OK? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Férouz? Oui, madame. أستاذة عفاك كيفاش كنبغيو نكالكوليو لا ريزيرف اوتيل واش كناخذوا هذيك la réserve utile? Oui, c'est ça. Donc, la réserve utile, normalement, on va calculer, normalement, on va utiliser ce triangle. Donc, j'avais normalement un exercice sur ça qu'on n'a pas traité. Et je ne l'ai pas préparé sur la diapo. Je l'ai sur papier. Ce n'est pas grave. Je vais essayer d'expliquer sur le triangle. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la réserve utile, elle est donnée. Donc, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur plusieurs types de sols. Et l'eau, normalement, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'eau retenue dans le sol, elle est retenue par des forces chimiques ou des forces physiques. Mais qu'est-ce qui domine? C'est les forces physiques. La force matricielle est importante. C'est pourquoi on met le potentiel hydrique au niveau du sol est égal au potentiel matriciel ou de pression. Le potentiel de pression, il dépend de quoi? Il dépend de la structure et de la texture du sol. C'est-à-dire la composition, il est composé de quoi? D'argile, de limon, de sable. Et donc, les chercheurs, ils ont étudié les types de sols et ils ont fait ce triangle qui, normalement, selon le pourcentage
en argile, en limon et en sable, on a une valeur. Cette valeur, il va nous donner quelle est la quantité d'eau qui peut être retenue par ce sol et qui est utilisable par la plante. C'est la réserve utile, ça veut dire que c'est la quantité d'eau qui est retenue par un type de sol et qui est utilisable par la plante. Normalement, si je vous donne un sol qui est constitué de 28% d'argile, de 55% de limon et de 17%, je suis dans ce rectangle qui est normalement 1,80 mm par centimètre de terre fine. Donc, je dois savoir combien j'ai en pourcentage d'argile, de limon, de sable pour que je puisse calculer la réserve utile en eau. Donc, actuellement, il y a des laboratoires qui font des prélèvements pour calculer la réserve utile, pour calculer, donc d'abord pour déterminer quelle est la structure, la texture du sol, et à partir de cette détermination de structure-texture, ils peuvent déterminer la réserve utile. Ils font des analyses physico-chimiques pour déterminer la teneur en minéraux également, le pH du sol. Donc, je vous donnerai des exemples de ces analyses lorsqu'on arrivera à la partie nutrition minérale. D'accord? أستاذة يعني دابا لا ريزيرف اوتيل هي لا كونتيتي ديال لو اللي كيقدر لو السول ياخدها في كل سنتيمتر ماشي اللي يقدر qui peut être retenu par centimètre de terre fine ولكن نورمالمون حنا ما بريزونطوهاش هكذا on la présente شحال عندي في لو شون ديالي en hectare وتنقول لك في l'hectare شحال peut être retenu en eau et comme ça bien sûr je dois d'abord déterminer les besoins de la plante en eau. Si maintenant je vais planter une culture qui consomme l'eau, je dois être sûr que je suis dans un sol, que mon sol peut retenir l'eau, suffisamment d'eau pour servir à la croissance et le développement de cette plante, c'est-à-dire pour répondre aux besoins de la plante en eau. Si c'est une culture qui ne demande pas d'eau, dans ce cas, il n'y aura pas de problème. Mais le problème se pose quand j'ai une culture qui demande beaucoup d'eau et que mon sol il est incapable de retenir l'eau. Dans ce cas, je dois multiplier la fréquence d'irrigation. Je dois irriguer en grande quantité pour permettre à la plante d'absorber suffisamment ou ses besoins en eau. D'accord, merci madame. Madame, Oui. S'il vous plaît, j'ai une question pour la réserve utile. واش ماشي هي la quantité d'eau disponible pour la plante, non? C'est la quantité d'eau disponible. Il y a la quantité d'eau disponible, utilisable. C'est la quantité d'eau disponible. Parce que la quantité, normalement, ce que j'ai là. Mais pour votre explication, j'y prends que tu expliques la capacité de champ. C'est ça. La capacité au champ, ça englobe l'eau disponible et l'eau non disponible. Donc, l'eau retenue dans le sol, il y a la capacité au champ. L'eau retenue dans le sol, il y a la capacité au champ. Il y a une eau qui est disponible et une eau qui n'est pas disponible. Donc, l'eau disponible, c'est ce qui va être absorbé par la plante, utilisé par la plante. Au-dessus du point de flétrissement, j'ai une eau qui est retenue par le champ, par les particules du sol, mais qui n'est pas disponible à la plante parce qu'il est énergétiquement, c'est-à-dire fortement, on a des liaisons qui sont très fortes. C'est l'exemple que j'ai donné là. Il y a de l'eau, mais cette eau n'est pas disponible à la plante. Donc, la réserve utile, il y a l'eau disponible. La capacité au champ, il y a l'eau retenue. C'est toute la totalité de l'eau retenue au niveau du sol, que ça soit disponible ou non disponible. Madame? Oui. Est-ce que la capacité maximale de rétention, c'est la capacité au champ? La capacité au champ. La question, pardon? La différence entre la capacité maximale de rétention et la capacité... La saturation. La capacité maximale de rétention ou de saturation. Il y a la capacité, les deux termes, capacité maximale de rétention ou de saturation,
capacité au champ ou de rétention. يعني هنا j'ai mis eau de saturation, on a dit eau de rétention. Il y a une petite différence, il y a l'eau qui va ruisseler et que je vais normalement récupérer en bas. Ce qui est à retenir, c'est que la capacité au champ, il faut que vous reteniez ça, la capacité au champ, il y a l'eau retenue par le sol sous forme d'eau liée. On a l'eau qui est libre et j'ai l'eau liée. D'accord? L'eau liée par des forces osmotiques, des forces matricielles. C'est l'eau retenue par des forces. L'eau retenue par les forces matricielles et par les forces osmotiques, il est négligeable devant l'eau retenue par les forces matricielles. D'accord? Oui. Donc la capacité, retenez la capacité au champ. Ce que je veux, je n'ai la capacité au champ, je n'ai la réserve utile, je n'ai le point de flétrissement. D'accord? L'eau de gravité ou de saturation, il y a l'eau qui fout le maximum et j'ai une eau qui va ruisseler, que je vais récupérer en bas. OK? D'autres questions? Madame, أستاذة عفاك قلتي Férouz, c'est Férouz. Laissez les autres parler. Laissez les autres poser des questions. Tani, tu peux poser la question. ouais, madame, Oui. comment les plantes se débarrassent كتخلص من هذوك اللي بول الغازول اللي كيكونوا في لا فان ديال l'absorption Au niveau, c'est-à-dire lorsque j'ai un problème de cavité, c'est ce que j'appelle le problème de cavité, c'est-à-dire j'ai une colonne qui s'interrompt, une colonne d'eau qui est interrompue parce qu'il y a des bulles de gaz qui se forment. Donc, elle va éviter l'élément vasculaire qui est obstrué, qui est normalement bloqué. Donc, là, j'ai la bulle de gaz qui va bloquer le passage. Donc, il va l'éviter tout simplement, il va passer par un autre vaisseau. D'accord? Il y a également, c'est que la nuit, lorsque la transpiration elle est faible, la solution, la diminution de la tension permet de remettre en solution les gaz. Mais quand la transpiration elle est faible, ou très tôt le matin, ou la nuit, lorsque la transpiration elle est très faible, c'est-à-dire la quantité qui est absorbée elle est plus importante que la quantité qui est transpirée. Dans ce cas, les gaz qu'on a au niveau du xylème, ils vont être remis en solution. Je donne toujours l'exemple du verre contenant le jus. Lorsque j'ai moins de jus et je continue toujours à sucer avec la même force, il y a des bulles de gaz qui vont se former. Donc, si j'ajoute de jus dans mon verre, c'est-à-dire que j'absorbe plus et je transpire moins, je suce moins et je remets du jus dans le verre, ces bulles de gaz vont disparaître. C'est ce que j'ai appelé remettre en solution les gaz dans le xylème. Et donc, en quelque sorte, la cavité, il est contrôlé, mais il y a également la possibilité de contourner l'élément qui est normalement bloqué par ces gaz et donc contourner en attendant la dissolution du gaz. D'accord? Merci, madame. Parfait. S'il vous plaît, madame, j'ai une question. Oui. Oui. Concernant l'acide abscisique, je ne comprends pas comment participer à la fermeture des stomates au cas d'un stress hydrique. Donc, l'acide abscisique, c'est une phytohormone qui est synthétisée et qui permet, donc, l'acide abscisique, c'est une hormone qui est synthétisée lorsqu'on a un stress hydrique. Donc, là, ils ont fait une expérience, ils ont mis une plante en stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas arrosée. Ils ont remarqué qu'une fois la plante, il n'y a plus d'eau au niveau du sol,
la quantité en ABA commence à augmenter. Et c'est instantané. Dès qu'il y a un stress hydrique qui s'installe, on a une augmentation de la teneur en acide abscisique. Lorsqu'on va réhydrater, c'est-à-dire qu'on va arroser, qu'on va irriguer, ils ont remarqué qu'il y a une diminution de l'acide abscisique. Donc, que fait cet acide abscisique? C'est une phytohormone qui fait quoi? Qui va, normalement, agir sur les ponts calciques qui vont faire entrer le Ca2+. Et donc, une fois que j'ai le Ca2+, il entre, donc la concentration il va augmenter et j'aurai une dépolarisation. Et cette dépolarisation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer les canaux pour faire sortir les ions. Et donc, si les ions sortent, j'aurai une diminution de la pression osmotique et donc, j'aurai un potentiel hydrique qui va augmenter et l'eau qui va sortir. Donc, plasmolyse, fermeture. D'accord? Donc, l'acide abscisique, il va agir sur ces canaux pour faire rentrer le Ca2+ qui existe au niveau de cytosol ou faire sortir le Ca2+ qui existe au niveau de la vacuole. Donc, une fois le Ca2+, il va sortir ou de la vacuole ou il va entrer de l'extérieur, des cytoplasmes des cellules parenchymateuses qui entourent les cellules de garde au niveau des stomates. Donc, j'ai le Ca2+ qui entre, j'aurai une augmentation de la concentration en Ca2+, une dépolarisation de la membrane, et j'ai dit que donc une rupture de l'électroneutralité de la membrane. Une fois que j'ai cette dépolarisation, donc ça va agir, ça va être comme le signal qui va déclencher l'ouverture de ces canaux pour faire sortir les K+, et donc les Cl- également. Et une fois que les ions commencent à sortir, donc s'ils commencent à sortir, bien sûr, j'ai la pression osmotique qui diminue, le potentiel hydrique qui augmente et l'eau va sortir, plasmolyse, fermeture. D'accord? D'accord, madame, merci beaucoup. Oui, Fayrouz, tu avais une question à poser tout à l'heure? Là, donc les plantes n'ayant pas le poil d'absorption, il y a de mycorhizes. Les mycorhizes, c'est l'association des champignons avec la plante pour assurer l'eau. Oui, l'eau et les éléments minéraux, oui. Oui, c'est ça. Les mycorhizes, واش كيكونوا عند les plantes الكبار ولا On les trouve partout. Pardon? Ou là, on va les trouver chez certaines plantes, pas d'autres. C'est ça la question. Non, 80%. J'ai compris votre question. Donc, 80% des plantes sont normalement mycorhizées. Où j'ai parlé de ça. Donc, 80% des plantes sont mycorhizées. C'est-à-dire, la mycorhisation, c'est un phénomène qui est naturel, qui existe au niveau du sol. Une fois qu'il y a des racines, il y a des champignons mycorhiziens, il y aura la symbiose. D'accord? Bien sûr, la symbiose mycorhizienne, il est plus importante chez les plantes de grande taille, les plantes vivaces, qui n'ont pas de poils absorbants. Mais ils n'ont pas. Les poils absorbants, ils sont en faible quantité parce qu'une plante qui est âgée, on va dire de 30 ans, il y aura des racines les plus anciennes. Les racines les plus anciennes, ils vont être lignifiées. Il n'y aura plus de poils absorbants au niveau de ces racines. Mais les nouvelles racines qui se forment toujours, il y aura toujours des poils absorbants. Mais ce n'est pas suffisant pour nourrir toute la plante. Donc, il y aura une association, et c'est une association qui est normale, qui se fait normalement sans l'intervention de l'homme. Et cette mycorhisation, c'est là. Donc, cette association, là, c'est une expérience qu'on a fait au laboratoire. Donc, on a pris une plante. Normalement, c'est une gymnosperme c'est une plantule au laboratoire. Mais cette plante, dans la nature, il est ectomycorhizé, c'est-à-dire il est mycorhizé. Et vous voyez là le mycélium. Ça, c'est un réseau
de mycélium de champignon qui est associé normalement aux racines et qui va permettre à la plante d'augmenter la surface d'échange avec l'eau et d'absorber le maximum d'eau et de sels minéraux. D'accord? Merci. Marhaba. D'autres questions? Donc, s'il n'y a plus de questions, je passe le chapitre 2. Mais je poserai quand même une ou deux questions pour savoir. Madame, Oui, est-ce que vous pouvez répéter les mécanismes d'ouverture des stomates, s'il vous plaît? les mécanismes d'ouverture, comment la plante Les stomates. comment la plante fait Les pour stom- transpirer, la physiologie. C'est ça? Oui, des stomates. C'est ça. Les mécanismes d'ouverture des stomates. Donc, l'ouverture des stomates, on a dit qu'il va dépendre de l'état hydrique des cellules de garde. C'est soit les cellules sont turgescentes et dans ce cas, on aura une ouverture, soit les cellules sont plasmolysées et dans ce cas, on aura fermeture. Pour qu'il y ait turgescence au niveau des cellules de garde, il faut que l'eau pénètre à l'intérieur. Et pour que l'eau pénètre dans les cellules de garde, il faut que le potentiel hydrique soit faible par rapport au potentiel hydrique au niveau des cellules qui entourent les stomates. Donc, pour diminuer le potentiel hydrique, on augmente la pression osmotique. Pour augmenter la pression osmotique, il faut augmenter la concentration en ions, en acide, en sucre, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'augmenter la pression osmotique va influencer l'ouverture des stomates. Donc, pour qu'il y ait entrée des ions, il faut agir sur ces canaux. Qu'est-ce qui se passe? Pour hyperpolariser, ça veut dire rompre l'électroneutralité de la membrane, je vais agir sur cette pompe à protons pour faire sortir les H+. Donc, la lumière bleue, il va agir sur ces pompes à protons, faire sortir les H+. Si les H+ sortent, j'aurai une hyperpolarisation de la membrane. Cette hyperpolarisation va agir sur les canaux potassiques, sur les canaux pour faire entrer encore l'H+, NO3-, sur les canaux qui agissent sur le Cl-, et donc, j'aurai une entrée des ions. Donc, le gradient électrochimique, il y a l'hyperpolarisation, permet l'entrée de K+, donc les ions entrent, j'aurai la pression osmotique qui augmente, le potentiel hydrique qui diminue, et donc l'eau va entrer. Une fois l'eau va entrer, j'aurai la turgescence. Donc, cette ouverture des stomates, elle est également régulée par l'acide malique. La question de votre collègue l'autre fois, c'est quoi l'acide, c'est quoi le malate? J'ai dit que c'est une molécule à 4 carbones qui normalement, vous voyez, elle est stockée au niveau de la vacuole et qui sort une fois il sort au niveau de cytosol, j'ai une enzyme, la phosphoénol pyruvate carboxylase qui va la décarboxyler et j'aurai le cycle de Calvin, j'aurai donc la formation du glucose, du maltose, donc j'aurai des sucres qui vont intervenir, j'aurai l'acide malique. Tout ça, ça va faire quoi? Ça va augmenter la pression osmotique.
Donc là, pour montrer l'effet de la lumière qui active les points, qu'est-ce que j'ai au niveau? Donc, j'ai au niveau de mes cellules de garde des photorécepteurs. Des photorécepteurs, ça veut dire des protéines qu'on appelle les phototropines, phototropine et phototropine 2, qui sont sensibles à la lumière bleue. Donc, en présence de la lumière, ces photorécepteurs sont activés, vont relâcher une protéine, la P1433. Cette protéine, une fois elle est relâchée, il va phosphoryler la partie terminale de la pompe à protons. Et donc, c'est un processus de phosphorylation, de déphosphorylation qui va activer notre pompe à protons et qui va faire sortir les H+. Et donc, la hyperpolarisation, vous voyez là le potentiel d'action au niveau de la membrane, c'est-à-dire le potentiel électrochimique, il est inférieur ou égal à moins 100 millivolts. Et c'est cette hyperpolarisation qui va agir sur les canaux potassiques pour faire entrer le K+. Et là, vous voyez l'entrée des K+, la sortie des malates de la vacuole. Donc, j'aurai une diminution du potentiel hydrique et une augmentation donc une entrée de l'eau, augmentation de la pression de turgescence et une ouverture des stomates. D'accord? Madame, Oui. madame, Merci. entre la force aussi et la force matricielle des capillaires. La différence entre la force osmotique et la force matricielle. Donc, Au capillaire. tout ce qui est osmotique, lorsque je parle d'une force osmotique, un potentiel osmotique, je fais toujours intervenir des solutés. D'accord? C'est des molécules qui vont, dont la concentration, lorsqu'il va augmenter, il va agir sur la pression osmotique. Donc ça, c'est chimique. Donc les forces osmotiques, c'est chimique. C'est ça. Donc là, lorsque vous avez osmotique, j'ai un milieu hypertonique, un milieu hypotonique, et j'aurai donc le phénomène d'osmose, l'eau qui va se déplacer du milieu le moins qu'on vers le milieu pour atteindre l'isotonie, c'est-à-dire des milieux qui seront équilibrés, l'état d'équilibre. Ça, c'est des forces osmotiques. Lorsque je vais parler d'une force matricielle ou une force motrice, c'est physique. C'est physique. Donc, c'est une force qui est normalement exercée par la matrice au niveau du sol, par les particules de sol. Les particules du sol qui peuvent être la roche, comme ils peuvent être les colloïdes. Les colloïdes. Les colloïdes, ce sont des molécules qui ne sont pas solubles, mais qui bougent. Mais lorsqu'on prend une molécule, ce qu'on appelle les colloïdes, on va les mettre dans l'eau. L'eau, il ne sera plus clair. Ils vont être normalement dissous. Ils ne vont pas être dissous, mais ils vont être mélangés dans le sol, dans l'eau qui existe au niveau du sol. Et c'est homogène, mais ce n'est pas dissous. Je ne trouverai plus de l'eau claire. Donc, les colloïdes, des particules qu'on va trouver principalement au niveau du sol, c'est de la matière organique. Donc, cette matière organique exerce également une force. C'est une force qui est physique. C'est pourquoi j'ai dit des forces capillaires et des forces colloïdales. Des forces capillaires, la capillarité, il y a l'adhésion. Mais quand on dit une force capillaire, c'est-à-dire les forces parce que l'eau, il va adhérer à des parois, il y a la roche d'Iéna, une surface, etc. Donc, je reviens pour expliquer la capillarité. Donc là, j'ai un capillaire, une tige en verre qui est trouée en bas et qui est trouée en haut. Lorsque je vais la mettre dans l'eau, j'aurai les molécules d'eau qui vont adhérer les particules de ces capillaires qui est en verre. Donc, ils vont
des liaisons. Oui. Oui, Donc, madame. ils vont faire des liaisons hydrogènes et une fois ils adhèrent aux parois, ils vont tirer les autres particules parce que les molécules d'eau, ils sont cohérentes et vont tirer et j'aurai une montée d'eau. Mais cette montée d'eau, elle est très négligeable devant le volume d'eau qui est normalement absorbé, qui monte normalement sous l'effet de la transpiration. OK. Ok, madame. Merci. Marhaba. Oui. Donc, j'allais vous poser la question. Donc, pour parler de ces forces matricielles et ces forces normalement osmotiques dans le sol, j'ai normalement une culture qui est normalement très consommatrice de l'eau. On va dire le pastèque. Et j'ai un sol qui est sableux. Un sol sableux. Je suis là. Un sol sableux. Et j'ai une culture, normalement, qui est très consommatrice de l'eau. Donc, si je me contente uniquement de l'eau de précipitation, j'aurai un stress hydrique. Répétez la question, madame, s'il vous plaît. Donc, si normalement, je vais cultiver des pastèques dans un sol où c'est un sol qui est sableux. Et je ne vais pas irriguer. Je vais cultiver en bourre, c'est-à-dire que je vais me contenter des précipitations, la pluie, de l'eau de précipitation. Est-ce qu'il y aura un stress hydrique ou pas? Il y a un stress hydrique. Il y aura un stress hydrique. Oui. Il faut compléter la phrase. Il y aura un stress hydrique. Parce que cette plante, elle est disponible en beaucoup d'eau. Il consomme beaucoup d'eau. Oui. Oui, mais il y aura un stress hydrique si les quantités d'eau, normalement, les précipitations sont faibles. D'accord? Même si j'ai un sol qui est sableux, ça peut suffire à une culture si j'ai des précipitations qui sont importantes. Si la quantité d'eau qui tombe sur la pluie, elle est suffisante. Je n'aurai pas un stress hydrique. Quand est-ce que j'aurai un stress hydrique? Si les quantités d'eau, normalement, que j'ai par précipitation est inférieure les quantités d'eau dont a besoin la plante. Donc, là, faites attention à la question d'y aller. Même si je suis dans un sol, dans la capacité, je suis dans un sol où la capacité au champ, elle est très faible, c'est-à-dire qu'il ne retient pas beaucoup d'eau. Donc, si les précipitations ils sont fréquentes et les quantités d'eau qui tombent ils sont suffisants, je n'aurai pas de problème. Je n'aurai pas de stress. Le stress, je vais l'avoir si les quantités sont faibles. Les précipitations sont faibles, donc j'ai une année sèche, par exemple. Dans ce cas, oui, j'aurai besoin de recourir à l'irrigation pour compenser ce manque d'eau. Est-ce que vous avez compris la question? Oui, madame. C'est une question piège. Oui. Donc vous faites Oui, madame. Donc vous avez compris, Finchis. La question, après la réponse, nous. Vous avez compris, Finchis, le piège. Donc faites oui. Mais ça ne sous-entend pas toujours. Désactivez vos micros. Si je pose la question, est-ce que j'aurai un stress hydrique? J'aurai un stress hydrique lorsque les quantités d'eau qui sont disponibles à la plante ne sont pas suffisantes.
Donc, si j'ai les précipitations qui sont fréquentes, la quantité d'eau qui tombe par pluie, c'est suffisant, je n'aurai pas de stress hydrique. Oui, madame. Donc, si je vous pose la question, quels sont les mécanismes qui sont employés par la plante pour tolérer la salinité dans le sol ou dans l'eau d'irrigation? Répète, madame. Quels sont les mécanismes qu'utilise une plante pour tolérer la salinité dans un sol ou dans l'eau d'irrigation? Que fait la plante pour tolérer le sel? Les quantités de sel, les teneurs en sel qui sont importantes dans le sol. Est-ce qu'on a fait le TD? Je vous ai envoyé normalement le TD, le polycopier dit le TD. Donc, première des choses, une détoxification. La détoxification, c'est soit par exclusion, c'est-à-dire faire sortir les ions, soit la compartimentation. D'accord? Deuxième stratégie, c'est la régulation de l'homéostasie, donc par la sécrétion d'osmoticum. OK? Vous suivez? Vous êtes encore... Oui. Oui, madame. Donc, je parle de ça. Donc, lorsque je vais vous dire quels sont les mécanismes employés par la plante, les mécanismes. Donc, la compartimentation, l'exclusion, l'utilisation des ions pour ajuster la pression, comme osmoticum pour ajuster la pression osmotique, synthétiser des osmorégulateurs. Ça, c'est des mécanismes normalement pour lutter contre le stress. C'est des mécanismes physiologiques employés par la plante pour lutter contre un stress salin. D'accord? Donc, vous avez des questions? Donc, je peux passer au deuxième chapitre. Donc, je répondrai au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, on est encore ensemble. D'accord. Madame, est-ce que les H+ n'augmentent pas la pression? Pardon, je viens de voir les questions, les messages. Quelle est la différence entre l'eau de gravitation et l'eau capillaire et l'eau hygroscopique? L'eau hygroscopique, c'est l'eau qui est retenue par des forces qui sont très importantes au niveau du sol. C'est l'eau qui n'est plus disponible. L'eau de gravitation, c'est l'eau qui va ruisseler, qui va normalement, ça c'est un message de Yacine, c'est une question de Yacine. L'eau qui va ruisseler et qui va normalement descendre la nappe phréatique. L'eau capillaire, c'est l'eau retenue par normalement les particules de sol qu'on a, les particules de sol, de la roche, etc. Quelle est la différence entre l'eau de gravitation et l'eau capillaire? Ah, c'est la même question. Pouvez-vous répéter le fonctionnement? C'est ce que j'ai répété. L'acide abscisique est synthétisé au niveau de quel organe? Les racines, au niveau des racines, et il est transporté. Ça, vous allez le voir, Ilyes, avec professeur Majida Al-Harouni. L'ouverture de la cellule de garde, est-ce que le potentiel osmotique qui augmente ou bien la pression osmotique? La pression osmotique augmente et le potentiel hydrique, le potentiel osmotique diminue. Donc, la pression osmotique, il va augmenter et le potentiel osmotique va diminuer. Pourquoi? Donc, le potentiel hydrique a un, deux, trois composantes. Le potentiel hydrique, un potentiel osmotique, un potentiel de pression et un potentiel de gravité. Donc, le gravité, il est négligeable sauf pour les plantes de grande taille. Donc, pour le potentiel osmotique ou le potentiel de pression, donc le potentiel osmotique est égal moins
la pression osmotique. La pression osmotique, il y a RTC. Donc, si la concentration augmente, la pression osmotique augmente, mais le potentiel osmotique, il diminue puisque j'ai moins RTC. Anas, pardon, il y avait une question. Dans la force osmotique pour le dessin, je veux savoir où est l'équilibre. Je repars. Je n'ai pas compris. Anas Ersalan, votre question, je n'ai pas compris. Où est l'équilibre? Quel équilibre? Le dessin, de pression osmotique. Je repartage. C'est ça. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas avoir la même quantité d'eau de ce côté que de l'autre côté. Non, c'est l'équilibre de point de vue concentration en solidité dans l'eau. C'est-à-dire, j'avais un milieu hypotonique et un milieu hypertonique. Et là, j'ai des milieux isotoniques. C'est-à-dire, les concentrations, elles sont les mêmes de part et d'autre de cette membrane qui est semi-perméable. Je vais arrêter le partage. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation entre la pression osmotique et le potentiel hydrique? Bien évidemment, le potentiel hydrique ou le potentiel de pression ou le potentiel matriciel et le potentiel matriciel ou potentiel de pression et le potentiel osmotique. Donc, il y a ou le potentiel osmotique ou à moins pression osmotique. Est-ce que les H+ n'augmentent pas la pression osmotique? Non. Les H+, normalement, ils vont agir sur le potentiel électrique et c'est ce qui va faire entrer les K+ pour agir, bien sûr, sur la pression osmotique. Oui, un oui. Est-ce que les H+ n'augmentent pas? La même question. Oasis, quel est le mécanisme dans lequel la plante rejette la plante rejette ses déchets? Elles sont recyclées au niveau, c'est ce que j'ai dit, sont recyclées au niveau de la vacuole. Donc, il y a une vacuole où il va les dégrader, où il va les recycler. Ok, donc je vais passer au deuxième chapitre. مدام Oui, مدام واش كتسجلي هاد الحصة حتى هي؟ oui, j'enregistre toutes les séances. C'est enregistré automatiquement. Et une fois que j'ai les... Donc, je vais vous envoyer les vidéos sans aucun problème. Ok, merci. Marhaba. Madame, Donc, oui, j'ai une question, s'il vous oui, plaît. marhaba. Concernant la tension superficielle. C'est le concept Mhm. ça veut dire l'exploitation de la tension de la plante. Je vais réexpliquer. Il y a des propriétés de l'eau qui font que l'eau, elle est importante. On a les liaisons hydrogènes confèrent à l'eau une certaine propriété, la cohésion ou l'adhérence. هادو هما les deux propriétés les plus importantes. Et là, هضرنا شنو هي la tension superficielle? Ça veut dire, si je fais le rapport, partager, bon, je fais un deuxième partage. Est-ce que j'ai fermé? Oui, pardon, je vais réouvrir le fichier.
Donc, est-ce que vous voyez le nouveau partage? Les propriétés de l'eau? Vous voyez? Oui, madame. Les propriétés de l'eau. Vous voyez ça. Donc, la question, c'était là, la tension superficielle. J'ai dit que les liaisons hydrogènes confèrent à l'eau des propriétés extraordinaires. Le pouvoir de cohésion, d'adhérence et de tension superficielle. Donc, la cohésion, on a compris qu'est-ce que c'est que la cohésion. Ce sont des liaisons entre les molécules d'eau entre elles-mêmes. L'adhérence ou l'adhésion, c'est les liaisons hydrogènes entre la molécule d'eau et des substances qui sont différentes. La tension, elle résulte également de la cohésion. La cohésion des molécules entre elles, et va restreindre le nombre de molécules à la surface d'un liquide. J'ai une cohésion où les gouttes ainsi formées ont un rapport surface-volume minimal qui permettent la formation d'un maximum de liaisons hydrogènes. Je n'ai pas, c'est pas comme si j'étale, je suis en train de chercher à faire une comparaison. Une crème. Si j'ai une crème et je vais sur une surface en verre, je peux l'étaler. Il va être étalé de la même façon. J'aurai un film qui est étalé sur la surface, normalement en verre. D'accord? Si j'étale, si je mets de l'eau et je vais essayer de l'étaler sur le verre, j'aurai la formation de gouttes. Ça veut dire le volume d'eau, normalement qui est en contact à le verre, il est très faible. Parce que là, on a une tension de l'eau superficielle, c'est soit il va adhérer, comme il ne peut pas adhérer au niveau du verre, les molécules, la cohésion, il est donc la cohésion entre les molécules d'eau fait que j'aurai des surfaces minimales de contact avec le verre. J'aurai des gouttes qui peuvent glisser et tomber. Donc, il y a les canaux, la tension superficielle. Et c'est une bonne chose, parce que si j'ai de l'eau qui reste à une surface de l'eau kbira, va s'évaporer. Il a la surface de l'eau qlila, la quantité d'eau qui va s'évaporer va être minime. Fahmtini? Est-ce que c'était... Qui a posé la question? Moi. C'est qui? Je une séance où on activera les caméras. J'ai envie de vous voir, savoir à qui je communique. D'accord? Merci. On va se voir, on chauffe les étudiants avec qui je travaille. Parce que c'est très frustrant de travailler devant un écran où il n'y a que le cours et je ne vois pas mes étudiants. Donc, il y a une question. Amel qui pose une question. Est-ce que vous pouvez répéter l'activation des pompes à protons par la lumière? C'était avant que j'explique ou après Amel? Ahrachou, Amel. Donc, c'est clair pour l'activation. Ce qui est à retenir, c'est qu'on a des récepteurs, les phototropines, au niveau des membranes qui sont normalement sensibles à la lumière bleue. Une fois ils captent la lumière bleue, ils vont libérer une protéine. Cette protéine, il va phosphoryler ou déphosphoryler les pompes à protons et c'est ce qui va activer ces pompes à protons. C'est ce qui est à retenir. Ok, je passe. Ok. Je vais arrêter et reprendre.
Vous voyez rien, bien sûr, parce qu'elle est en pause. Si je fais ça. Est-ce que vous arrivez à voir le partage? Vous voyez Pas la encore. nutrition minérale? Pas encore. Ok, je vais fermer, revoir. Ok. Là, je pense que vous êtes en train de voir. Pour garder la partie discussion claire, je ne vais pas faire diaporama. Donc, le chapitre, donc on a terminé avec la nutrition hydrique. Donc, dans la nutrition hydrique, on a vu les propriétés de l'eau, l'eau disponible dans le sol, comment la plante il absorbe l'eau, comment il est transporté horizontalement, verticalement, selon les phénomènes qui sont derrière cette montée de l'eau, les problèmes normalement qui peuvent surgir s'il y a un transport de la sève brute, etc. Madame, Donc là, on va passer. Oui, question. oui, marhaba. Est-ce que le phénomène de capillarité, J'entends ما كنسمعكش. Je n'entends est-ce que la Est-ce que Est-ce que tu peux écrire ta question? Parce que D'accord, madame. je n'arrive pas à entendre. J'arrive pas à voir la discussion. Ok. Donc, en attendant que votre collègue écrive sa question, donc je commence par dire est-ce que la capillarité lorsque l'eau fait une lésion avec la paroi de xylème? Eh bien, la mienne, j'ai rien compris. Est-ce qu'on a la capillarité lorsque je n'ai pas compris la question? Est-ce que quelqu'un de vous a compris la question de votre collègue? Essaye d'utiliser encore ton micro. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Et tu peux parler en arabe sans aucun problème. Parce que je n'ai pas compris ce que tu as écrit. La mienne, pardon. Madame, Oui. انا في لا سيونس الفايته كنت سمعتها ما عرفتش بصح وبغيت نتاكد كنت كتبت لا فينومين شنو هي؟ داريتي فاش لو في اون لي باروا دو ليليم Une lésion, une liaison. Une liaison. وي Oui, c'est ça. وي ليزون Il fait une liaison حيت كتبت هي ليزيون انا ما قريتش ليها ليزيون هي شي حاجه une déchirure. Une lésion هي une déchirure. Ok, sans problème. Oui, la capillarité, c'est les liaisons avec la paroi de xylème. Oui. C'est une liaison avec la paroi de xylème. C'est exact. غير هذيك lésion, ça s'écrit pas comme ça. Lésion هي شي حاجه جرحه.
Oui, D'accord? merci, madame. Ok. Oui, merci. Donc, le chapitre 2, normalement, on va aborder un autre type de nutrition qui est la nutrition minérale. Donc, dans ce deuxième chapitre, on parlera de la base de la nutrition minérale. Donc, on aura 3 parties. On parlera de l'absorption et de transport des éléments minéraux, l'absorption depuis le sol, leur transport au niveau de la plante et l'assimilation. Donc, on donnera un exemple de l'assimilation qui est la nutrition azotée. Et j'ajouterai également la nutrition phosphatée. Donc, on passe aux bases de la nutrition minérale des plantes. Donc, les minéraux ne vont pas se trouver dans l'atmosphère. Ce n'est pas comme l'eau. L'eau, on a dit que la plante absorbe l'eau qui existe au niveau de l'atmosphère ou au niveau du sol. Les éléments minéraux, ils vont exister au niveau du sol. Et donc, le sol, il est très important pour l'eau, pour la plante, parce qu'il va jouer des fonctions qui sont très importantes. Donc, on va étudier quelles sont ces fonctions, quelle est la composition, les analyses et les types de sol et la relation entre la composition d'un sol et la disponibilité des éléments minéraux. C'est comme ce qu'on a vu pour la relation entre la composition, entre la texture, structure du sol et la disponibilité en eau. Donc, le sol, il va jouer plusieurs fonctions qui sont très importantes. La première, il est mécanique. Mécanique, ça veut dire c'est un support où on va planter la plante, où la plante se trouve. Il joue un rôle biologique, puisque dans le sol, on va trouver des micro-organismes qui peuvent, bien sûr, faire des relations, des échanges, des symbioses avec la plante. Et donc, c'est un rôle biologique. On aura des micro-organismes ou des organismes vivants dans ce sol qui peuvent servir à la plante. Alimentaire, oui, un rôle alimentaire puisque les nutriments existent au niveau du sol. C'est un lieu d'échange et est un filtre, oui, c'est un lieu d'échange qui permet un échange entre la plante et le milieu extérieur. Donc, comment est formé ce sol? La genèse du sol, ça veut dire la formation du sol. Comment le sol, il va se former? Donc, il est formé sous l'action des agents d'érosion. C'est quoi les agents d'érosion? C'est-à-dire les agents qui vont agir sur la roche-mère, la désagréger pour avoir le sol. Il va se former sous l'action de racines de plantes parce qu'il y aura un échange des micro-organismes et de la matière organique. Donc, dans un sol, il y a d'abord la roche-mère qui va se dégrader. Une fois il est dégradé, j'aurai une plante. Cette plante, donc, il va venir, il va absorber l'eau, il va libérer, donc, dans ce milieu de la matière organique, qui va permettre aux micro-organismes de s'installer. Une fois ces micro-organismes s'installent, on aura un échange. Donc, on aura des migrations, on aura des accumulations, on aura la formation d'un sol. Donc, dans un sol, on a des horizons. Ils sont étudiés, qui sont connus par tous les scientifiques. Donc, j'aurai l'horizon 0, l'horizon A, l'horizon B, l'horizon 0. Donc, en gros, en fait, c'est ça. En jaune, en violet et en noir. Donc, une première couche de surface qui comprend la couche 1 à sa surface. C'est une zone d'accumulation de la matière organique. La matière organique, c'est ce qui va tomber de la plante. C'est des organismes, normalement, qui meurent et qui vont se dégrader.
La couche F, elle est dite de fermentation. Donc, la matière organique, elle est dégradée. Donc là, la matière organique, elle s'accumule. Elle va se dégrader, elle va commencer à se dégrader. Et la couche H, c'est là où gérer une couche formée d'humus. L'humus, c'est normalement l'acide humique, c'est une accumulation qui est brun sombre. Là, vous voyez, fait le sol. Donc, j'ai de la matière organique. La matière organique, lorsque il est encore fraîche, une feuille qui tombe, elle est d'abord, normalement, elle peut être verte, elle peut être desséchée, et puis cette couleur marron va devenir de plus en plus sombre. C'est comme, est-ce que vous avez déjà vu la tourbe? Vous avez vu la tourbe? Déjà vu la tourbe? Donc la tourbe, c'est normalement la matière organique qui va être dégradée. Et une fois que la matière organique il est dégradée, vous avez toujours le partage. Vous avez toujours le partage? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. J'ai l'impression que vous dormez. Vous suivez? Oui. Vous suivez? Oui. Vous avez eu le cours de microbiologie, le professeur Sakili, cet après-midi? Oui, oui. Donc, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. C'est pourquoi... OK. Donc, la couche H, il y a le mus. Le mus, lorsque la matière organique elle est dégradée à un stade très avancé, on obtient cet humus. Il y a une accumulation qui est, de matière qui est brune et sombre. Et plus on a de matière organique, plus on a d'humus dans un sol, plus on dit que ce sol, il est riche. Donc, le sol, il est riche. C'est le sol qui permet d'installer des cultures, mais qui fait la matière organique ou qui fait les éléments minéraux. Donc, la matière organique, c'est lorsque la matière se dégrade et forme l'humus. Et on va parler de complexe argilo-humique dans un sol et son importance. L'horizon A, zone de lessivage, c'est-à-dire tout ce qui va être lessivé va être retenu. L'horizon B, c'est là où commence l'altération de la... Est-ce que vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît? Allez-y, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Donc là, j'ai la roche-mère, c'est l'horizon C. L'horizon A, c'est là où commence la dégradation ou l'altération de la roche-mère. Là, c'est une zone de lessivage. Et ça, c'est là où se nourrit la plante, où il y aura de la matière organique, où il y aura des micro-organismes et où il y aura les minéraux. Donc, de quoi il est composé un sol? Donc, ce sol, ces horizons, rappelez-vous ce terme, horizon, c'est des étages, c'est comme des étages qu'on va trouver au niveau du sol. Et chaque étage, chaque horizon, il a une spécificité. Donc, de quoi il est composé un sol? D'une fraction solide, qui peut être organique ou minérale, d'une fraction liquide, qui est la solution du sol, où il y a de l'eau, et d'une fraction gazeuse, l'air. Donc, la solution du sol, c'est là où on aura l'eau qui contient les éléments minéraux solubles, on aura les colloïdes, ce qui n'est pas soluble dans l'eau, on aura des particules, normalement, qui sont solides, la roche, ça c'est des particules solides, vous voyez des colloïdes, la pierre, etc. Donc, l'eau, le sol, il est formé de plusieurs horizons sous l'action de plusieurs facteurs. Donc, des facteurs d'érosion
qui peuvent être l'eau, l'air, la température, etc., des facteurs de l'environnement, des facteurs climatiques. Il y a la racine, il y a les micro-organismes qui aident à former des horizons. Ces horizons, ils ont des spécificités. Plus on s'approche de la surface, plus on a de la matière organique, plus on va en bas, plus on a la roche, plus on s'approche de la roche-mère. Ce sol, il est composé de quoi? Il est composé de 3 fractions. Une fraction solide, une fraction liquide, une fraction gazeuse. Donc, la fraction gazeuse, c'est l'air. La fraction solide, elle peut être organique, colloïde ou des particules minérales. La fraction liquide, c'est la solution du sol. Donc, ce sol, avant de cultiver, avant de planter, d'installer une culture, on fait une analyse. Cette analyse, elle peut être physique, elle peut être chimique. L'analyse physique, il va nous permettre de savoir et de déterminer, normalement, quelle est la structure, quelle est la texture de notre sol. Attends. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'analyse physique, c'est ce qu'on appelle la granulométrie. Donc, ça va nous donner la texture du sol. C'est-à-dire, je vais, par des séries de tamisage, je vais déterminer le pourcentage de sable, le pourcentage de limon et le pourcentage d'argile. Donc, le sable, c'est normalement des particules qui ont des diamètres entre 50 micromètres et 2000 micromètres. Les limons, c'est entre 2 et 50. Et l'argile, c'est inférieur à 2. Donc, en fait, ces tamis, ils ont des pores avec ces diamètres. Et une fois je fais le tamissage avec 50 micromètres, ça veut dire que j'ai ce que je vais récupérer en bas, inférieur à 50 micromètres, c'est les limons et l'argile. Ce qui est en haut, ça va être du sable. Et donc, je refais une autre série de tamissages avec 30, 40, jusqu'à ce que j'arrive à 2. Et là, je peux récupérer le pourcentage de la fraction de sable, la fraction de limon et la fraction d'argile. Et ça va me donner la texture du sol, de mon sol. Et je reviens toujours à mon triangle avec des pourcentages, bien sûr, de terre fine. Et là, j'ai le limon, l'argile, le sable, et j'ai des pourcentages. Et je peux déterminer, est-ce que j'ai un sol avec de l'argile lourde, est-ce que j'ai un sol argileux sableux, argileux-limoneux, limoneux-argileux, etc. Ça dépendra de pourcentage de la fraction sable, la fraction limon et la fraction argile. L'analyse chimique, c'est en fait une analyse de la teneur en éléments minéraux, en grammes d'oxyde par kilogramme du sol. Donc actuellement, il y a des laboratoires, comme j'ai dit, qui font ces analyses et qui vous disent est-ce que votre sol il est fertile, est-ce qu'il permet l'installation de votre culture, si vous avez des connaissances sur les besoins en éléments minéraux de votre culture. Donc, le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium, le phosphore, la potasse, etc. La teneur en azote, la teneur en calcaire, ça c'est un exemple d'éléments minéraux qui est analysé et qui est déterminé. D'accord? Je vais fermer et partager avec vous un exemple d'analyse physico-chimique du sol. Donc, je ferme, j'arrête le partage. J'ouvre un autre document pour montrer un exemple d'analyse du sol. Donc, il est en format PDF. Je vais essayer de partager et j'espère que vous allez pouvoir voir ces analyses.
Est-ce que vous voyez le partage? Vous avez un rapport d'analyse de sol par un laboratoire. Oui, Est-ce que vous voyez madame. Oui, madame. Oui, madame. donc là, vous avez l'horizon. Vous voyez, ils ont fait des prélèvements. L'horizon H1, l'horizon H2. C'est-à-dire de 0 à 30 cm, je suis l'horizon H1. Ils ont prélevé entre 30 et 60 mètres. Donc, ils ont prélevé des échantillons qu'ils ont ramenés au labo. Ils ont fait des analyses. Donc, la première analyse, c'est une analyse physique. Il nous dit quel est le pourcentage en argile, en limon fin, en limon grossier, en sable grossier. Donc, ça nous donne au niveau de l'horizon 1, H1, que j'ai de limon sableux. Ça se confirme au niveau de l'horizon H2. Donc, mon triangle, donc mon pourcentage d'argile, de limon. Donc, la conclusion, je suis dans cette case, j'ai un sol limono-sableux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse physique. Donc, en calculant le pourcentage, ça c'est des pourcentages. Et donc, selon le triangle de texture, ils ont déterminé quel est le type de sol. Et puis, ils sont passés à l'analyse physico-chimique. Chimique, ça c'est physique, chimique. Donc, la première des choses qu'ils ont analysées, c'est l'état humique. Ça veut dire, quelle est la matière organique? La teneur en matière organique. Quelle est la teneur en matière organique? Donc, la teneur en matière organique, au niveau de l'horizon 1, H1, il est à 1,53. Donc, il est adéquat. Là, vous avez des couleurs. Donc, un rouge très foncé, c'est très faible. Faible lorsque c'est plus clair. Adéquat en jaune. Élevé en vert clair, très élevé en vert foncé. Donc là, le sol qu'ils ont analysé, il contient de la matière organique dans l'horizon H1 en quantité suffisante. Mais lorsqu'ils sont entre 30 et 60 H2, c'est entre 30 et 60 cm. Lorsqu'ils sont entre 30 et 60 cm, je suis fleur rouge. Donc, c'est très faible. Donc, lorsqu'il est supérieur à 1,5, je suis dans une zone de suffisance inférieure en manque. D'accord? Là, pourquoi j'ai la zone H1, la matière organique est suffisante, alors que la zone H2, j'ai les teneurs très faibles? Tout simplement parce que dans ce sol, il y avait un amendement en matière organique. C'est-à-dire que l'agriculteur, il a apporté de la matière organique, il a mis de la tourbe avant de planter les palmiers. Donc ça, c'est un champ où le palmier est planté. Donc, c'est pourquoi j'ai la matière organique, elle est suffisante dans cet horizon. Par contre, dans l'horizon H2, on dit une insuffisance. Et puis, dans l'extrait aqueux, ils ont analyser les teneurs en ammonium, en nitrate, en chlorure. Ils ont déterminé les valeurs. Entre 0,5 et 0,2 à 0,5, je suis adéquat. Vous voyez, 170, 209 inférieur à 25, donc là, c'est très, très important. Ils ont analysé, bien sûr, le sodium. Et là, ils ont analysé le pH, le calcaire. Ils ont analysé la teneur en potasse K2O, en acide phosphorique. Et là, j'ai toujours le vert très élevé parce qu'il y avait un amendement, un apport. Là, le cuivre, le manganèse, là, pour le manganèse, je suis faible, très faible, faible, faible. Là, c'est élevé, élevé. Et là, c'est adéquat. D'accord? Ça, c'est un exemple d'analyse, normalement, physico-chimique faite dans un sol où il y a une culture. Donc, je reviens au cours, j'arrête ça pour revenir et partager le cours.
Donc, dans un sol, il y a des éléments minéraux. Ces éléments minéraux donc, vont être absorbés par la plante et servir à la croissance et au développement de la plante. Donc, les plantes, ils vont absorber les éléments minéraux qui sont sous forme d'ions solubles dans l'eau. Donc, les éléments minéraux doivent être solubilisés dans la fraction liquide. D'accord? Cette solubilité de l'élément minéral dans la solution du sol, il va dépendre de plusieurs facteurs. La première, c'est la composition du sol, la température, le pH et les interactions avec d'autres ions. Donc, je commencerai par le pH. On va répondre à ces deux questions. Comment le pH agit-il sur la solubilité des minéraux et qu'est-ce qui fait varier le pH d'un sol à un autre? Donc, déjà, lorsqu'on va parler de pH, on va parler de pH neutre, on va parler de pH acide et de pH basique. Donc, tout ce qui est supérieur à 7, c'est basique. Tout ce qui est inférieur à 7, c'est acide. Donc, ce document, il montre que la plupart des sels sont plus solubles en milieu acide qu'en milieu basique. Donc, là, si je suis à des pH acides, mes éléments minéraux, ils vont être solubilisés dans la fraction liquide. Par contre, plus je vais dans un sol où le pH est élevé, plus la solubilité elle est très faible. Donc, en milieu acide, la forme H2PO4 est favorisée, alors qu'à pH plus basique, c'est la forme HPO4- qui est présente. Dans la solution de sol, c'est habituellement le fer ferrique Fe3+, qui domine largement, excepté à pH élevé. Donc, le phosphate peut précipiter sous forme de sel, d'aluminium, de calcium ou de fer selon le pH. Donc, dès que le pH est proche de la neutralité, le fer se transforme en fer ferrique et précipite en Fe2O3. Donc, pour que mes éléments minéraux soient solubles dans la fraction liquide, il faut que le pH de mon sol soit acide. Et donc, la plante, dans ce cas, elle a deux stratégies pour acidifier son sol. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La conversion du fer ferrique en fer ferreux, utilisée pour l'assimilation de zinc, de cuivre, de manganèse. L'acidification se fait également grâce aux acides phénoliques ou aux ATPases à protons, les fameuses ATPases à protons, les H+. Elle va faire sortir des H+, qui va normalement libérer dans le sol et qui vont acidifier le sol et permettre normalement aux éléments minéraux d'être solubles dans la fraction liquide. Ou il va sécréter normalement des molécules qu'on appelle des phytosidérophores chez les graminées qui vont chélater le fer et empêcher normalement sa précipitation et donc permettre son assimilation par un mécanisme employé aussi pour le zinc et le cuivre. Vous êtes encore là? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête parce que j'ai l'impression que... Est-ce qu'on arrête ou je continue? Continue, madame. Donc, je termine cette partie d'acidification parce que c'est très important. Donc, un sol, j'ai dit que le pH du sol, le pH doit être acide pour permettre la solubilité des éléments minéraux. Donc, la plante, elle peut également agir donc, pour modifier l'acidité de la rhizosphère. Qu'est-ce que la rhizosphère? La rhizosphère, c'est la sphère autour des racines, c'est-à-dire c'est la zone qui entoure les racines. Donc, elle peut libérer des acides phénoliques, libérer des H+, qui vont permettre la solubilité. Pardon. Donc, qui vont permettre à
qui vont permettre aux éléments minéraux d'être solubilisés dans la fraction liquide. Mais en plus des acides phénoliques et des H+, la plante peut bien sûr libérer des molécules qui chélatent. شنو هي كيلاتي c'est prendre. C'est-à-dire بحال كتاخذ شي حاجه كتكمش فيها تاخذها ما تخليهاش تبريسيبيتي. Donc pour que le fer ne précipite pas, ne forme pas des sels, il va le chélater pour le mettre à la disposition de la plante pour qu'il l'absorbe. Donc ça existe naturellement. Ces sécrétions de phytosidorophores qui permettent de chélater le fer. Mademoiselle, Mais actuellement, oui, répétez s'il vous plaît, c'est quoi la rhizosphère? la rhizosphère, c'est la zone qui entoure la racine. C'est la zone qui entoure la racine. Donc, au niveau de la racine, donc sphère, rhizo, c'est racine. Sphère, c'est la partie du sol qui entoure la racine. C'est la rhizosphère. Donc, la plante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter au niveau des racines, au niveau de la rhizosphère, par les racines, des phénols. Les phénols, c'est des acides. C'est des acides. Et les ATPases, grâce aux ATPases à protons, il va libérer les H+. Tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Il va acidifier la rhizosphère et solubiliser les éléments minéraux. Il y a d'autres plantes, comme les graminées, qui peuvent sécréter des molécules qui chélatent, qui prennent, le fer, pour le mettre à la disposition, pour qu'il ne précipite pas le fer ou le zinc ou le cuivre. Ça, c'est les deux stratégies, c'est des stratégies qui existent naturellement dans le sol. Okay? Mais actuellement, il y a des chélateurs commerciaux. Il y a beaucoup de fertilisants chimiques, notamment en microéléments, renferment des chélateurs. Les fertilisants chimiques, la matière chimique qui est au niveau du sol, les éléments minéraux. Les éléments minéraux, ils ajoutent des chélateurs. Le DTA, le DTPA, le DDTHA, ce sont des chélateurs qui, normalement, vont chélater le fer et empêcher, normalement, sa précipitation sous forme de sel. Est-ce que c'est clair? Donc, quel est le rôle joué par ces chélateurs? C'est qu'ils améliorent la disponibilité des éléments minéraux. Comment ils améliorent la disponibilité des éléments minéraux? C'est-à-dire qu'ils vont les rendre solubles dans la fraction liquide et ils les mettent à la disponibilité de la plante. Elles empêchent la précipitation de ces éléments minéraux en sel. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Elles réduisent également la toxicité de certains éléments minéraux. C'est le cas d'ions complexés par des macromolécules tels que les acides humiques, par exemple. Donc, il y a des éléments normalement qui sont toxiques s'ils s'associent avec d'autres ions. Bien sûr, elles empêchent la lixiviation des ions. C'est quoi la lixiviation des ions? C'est le lessivage. Le lixivia, c'est quelque chose qui normalement va sortir d'un liquide. C'est une solution liquide qui va sortir d'une solution, d'un composé normalement qui fait de la matière sous forme liquide et sous forme solide. Le lixivia, بحال شي حاجه كتقطر من هي اللي كتقطر اللي كان جو سي با ما عرفتش نقولها بالعربيه. غنعطيكم ليكزامبل شنو تفكرتو دابا. Les déchets ménagers. Les déchets ménagers, lorsqu'on va les mettre dans une poubelle, il y aura un liquide qui va sortir. هذاك هو le lixivia. شي حاجه qui est lessivée et qui va descendre. Donc, empêche la lixiviation des ions, ça veut dire empêche les ions d'être lessivés et d'aller vers la nappe phréatique. C'est surtout les anions. Tous les ions qui sont chargés négativement ne sont pas chélatés par, normalement, au niveau du sol. Ils vont être lessivés ou donc la plante ne peut pas les utiliser. Donc, lorsqu'on va mettre des chélateurs qui vont chélater ces ions qui sont chargés négativement,
ils vont être disponibles à la plante. Donc, ils vont empêcher la lixiviation des ions. C'est clair, la notion de chélateur, un chélateur. C'est une molécule qui va chélater. Donc, il va prendre des éléments minéraux et qui va empêcher leur précipitation en sel et donc qui va les mettre à la disposition de la plante. Donc, il va améliorer la disponibilité des éléments minéraux. Donc, cette notion de chélateur, ça existe naturellement. C'est-à-dire que dans le sol, on peut trouver des chélateurs naturels qui sont sécrétés par les plantes. Mais actuellement, les chercheurs, avec l'avancée de la recherche dans ce domaine, il y a des chélateurs qui sont commerciaux, tels que le DTA, le DTPA, le DDHA, qui normalement chélatent les éléments minéraux et améliorent leur disponibilité pour la plante. Donc, j'ai dit que la solubilité des éléments minéraux dans un sol dépend du pH. Plus le pH est acide, plus ils sont solubles. Elle dépend également de la température. Une élévation de température favorise l'absorption jusqu'à bien sûr 40. Sa vitesse est en moyenne multipliée par 2 pour une élévation de 10 degrés. Là, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Mettez un comprimé, par exemple, de paracétamol dans un verre d'eau contenant de l'eau froide ou dans de l'eau qui est chaude ou là, une eau qui est tiède. Donc, dans une eau qui est très froide, la solubilité elle est très, très faible. Ça va prendre beaucoup de temps. Si vous mettez ce comprimé de paracétamol dans de l'eau qui est tiède, la solubilité il va augmenter. Et plus vous augmentez la température, plus la solubilité augmente. Donc, si on chauffe une solution, on augmente la solubilité des éléments minéraux. L'oxygène. Un sol qui est bien aéré, qui est riche en oxygène, favorise l'absorption des sels minéraux. C'est pourquoi on laboure un sol, on travaille le sol. Vous trouvez toujours les agriculteurs, qui normalement, ils aèrent le sol, donc qui خدموا le sol ديالهم pour permettre la solubilité et l'absorption, favoriser l'absorption des sels minéraux. Et l'interaction ionique. L'interaction ionique, ça veut dire l'interaction entre les différents ions. Il y a des ions qui sont antagonistes, il y a des ions qui sont stimulateurs, synergistes. Donc, les antagonistes, c'est-à-dire, une fois j'ai un élément minéral qui est absorbé, il va normalement empêcher l'absorption d'un autre élément. Le cas contraire, un élément minéral, il est absorbé, il va favoriser, stimuler l'absorption d'un autre élément minéral. Donc, l'absorption de certains ions est inhibée par d'autres ions, appelés antagonistes. Exemple, le calcium inhibe l'absorption du magnésium. Donc là, le calcium Ca2+, le magnésium Mg2+. Si la plante absorbe le calcium, cette absorption du calcium, il inhibe l'absorption du magnésium. Ou au contraire, des ions qui vont, une absorption qui sera stimulée par d'autres ions qu'on appelle synergistes. Exemple, l'acide phosphorique qui facilite l'absorption du magnésium. Donc, là, je reviens à la disponibilité des éléments minéraux qui va dépendre de la composition du sol, la température, le pH et les interactions avec d'autres ions. Donc, j'ai commencé par le pH pour dire que plus le pH est acide, plus les éléments minéraux sont solubles. Pour dire que si j'ai un sol qui est normalement, qui s'approche de la neutralité ou qui est basique, la plante elle a deux stratégies pour modifier l'acidité au niveau de la rhizosphère, par la sécrétion d'acide phénolique ou la sécrétion des H+, ou de molécules qui vont chélater les éléments minéraux et précipiter et empêcher leur précipitation sous forme de sel.
Donc, j'ai dit que ce phénomène naturel a été exploité par les chercheurs et qui ont bien sûr synthétisé des chélateurs commerciaux comme le DTA, le DTPA, le DDTHA, qui, normalement, qui jouent des rôles qui sont très importants en empêchant la précipitation, en réduisant la toxicité de certains éléments minéraux et en empêchant leur lixiviation ou leur lessivage au niveau des sols. Je dis également que la température joue un rôle très important dans l'amélioration de l'absorption. Plus on augmente la température, plus on augmente l'absorption. L'oxygène également joue un rôle dans l'absorption des éléments minéraux. Et l'interaction entre les ions. Donc, il y a des ions qui vont inhiber, on les appelle des antagonistes. Il y a des éléments qui vont favoriser l'absorption d'autres éléments, on les appelle des éléments synergistes. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, la plante absorbe les éléments minéraux solubles dans la fraction liquide. Donc, les ions nutritifs en solution dans l'eau du sol sont relativement peu abondants et généralement peu mobiles dans le sol, car souvent absorbés sur les colloïdes, principalement les cations. On parle des colloïdes qui vont former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Donc, vous vous rappelez lorsque j'ai parlé du potentiel hydrique au niveau du sol qui dépend plus du potentiel matriciel que du potentiel osmotique, parce que la fraction liquide, elle est négligeable devant la fraction solide au niveau du sol. Donc, elles sont relativement peu abondantes et généralement, les éléments minéraux, ils sont très peu mobiles dans le sol. Ils sont chélatés, absorbés sur les colloïdes. Les colloïdes, donc, on a un complexe argilo-humique qui est formé, les OH, de l'argile auquel il est associé l'acide humique. L'acide humique, il y a la phase terminale de la dégradation de la matière organique. Donc, lorsqu'on a un sol, le sol, j'ai l'horizon H0, j'ai au niveau de cet horizon l'étage la plus superficielle où il y a la matière organique qui tombe, il s'accumule, début de dégradation de la matière organique sous l'action de micro-organismes, et j'ai la dégradation définitive et la formation de l'acide humique lié avec la matière qui est brunâtre. Donc, cet acide humique, il va s'associer avec l'argile. Il va former le complexe argilo-humique qui est normalement chargé négativement. Et sur ce complexe argilo-humique, on a l'absorption de tout ce qui est chargé positivement. Et bien sûr, le NO3, par exemple, le nitrate, ils sont chargés négativement, ils ne vont pas être absorbés, ils vont être lessivés et normalement, la plante ne peut pas les utiliser. Donc, pour que la plante puisse absorber les éléments, les cations, ce qui est chargé positivement et ce qui est absorbé au complexe argilo-humique, il faut donc d'autres cations ou des protons qui vont être échangés avec l'élément minéraux dont la plante a besoin. Donc, il va libérer des H+, il va récupérer des K+. Ça, c'est le rôle d'échange. Lorsque je vais parler des fonctions du sol, le rôle d'échange. Donc, on a une absorption réversible des cations, affinité variable. Donc, entre les cations et le complexe argilo-humique, Al3, l'aluminium, et là, une absorption beaucoup plus importante que les H+, que les Ca2+, que le manganèse, le magnésium, pardon, que le K+, le potassium, le NH, l'ammoniac ou le sodium. Donc, les anions ne sont pas absorbés et sont lessivés dans le sol, exemple les NO3-, les nitrates, ou absorbés via des cations di ou trivalents. Donc, ils vont s'associer avec d'autres ions pour qu'ils ne soient pas lessivés. Donc là,
on a l'eau autour des particules, on a l'air, on a l'eau qui est normalement disponible à la plante, les particules du sol, les racines. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a tout ce qui est chargé positivement, il est absorbé, les particules du sol, les colloïdes, donc le complexe argilo-humique, et on a un échange. Donc, les cations, on a un échange. Par exemple, le CO2, il est libéré, donc plus les H+, il va libérer les CO3-. J'ai les H+, qui vont être libérés et je récupère mon Ca2- au niveau de la racine. Donc, un échange. Il faut toujours qu'il y ait un échange parce qu'il y a toujours un équilibre au niveau du sol. Donc, les colloïdes ont un rôle essentiel dans la fertilité d'un sol, car ils peuvent fixer les ions apportés par les engrais. Donc, je vais apporter des ions qui vont être fixés sur la matière organique et mis à la disposition de la plante. Donc, les colloïdes créent ainsi une structure favorable à la nutrition d'une plante. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'un sol riche en matière organique est un sol fertile. Déjà, la matière organique permet l'installation de micro-organismes. Deuxièmement, cette matière organique s'associe avec l'argile pour former le complexe argilo-humique qui va absorber les ions et les mettre à la disposition de la plante. Donc, lorsque toutes les charges négatives sont neutralisées par les cations, les colloïdes flocules se réunissent en agrégats qui favorisent la circulation de l'eau et de l'oxygène utiles à la plante. Donc, vous voyez que cette matière organique, lorsque les charges négatives sont neutralisées, il ne va pas rester dispersé, il va floculer et on aura plus d'espace pour la circulation de l'eau et de l'air. Donc, je vais m'arrêter, je pense, là, parce que là, pour parler des régions de l'absorption. Donc là, on a parlé de la disponibilité. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous êtes encore là? Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions? Je veux voir les discussions. J'ai perdu. Oui, elle est là. OK. Donc, pas de questions? D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vais arrêter. Inch'Allah, si vendredi demain, là, vous avez le cours avec Monsieur le Razi, donc peut-être samedi, sinon, je vais essayer de programmer pour la semaine prochaine, Inch'Allah, la suite. D'accord? D'accord, madame. Et alors, au revoir et reposez-vous. Essayez de réviser et de faire toujours les fiches de synthèse. J'ai les vidéos bien faites, je vais les partager avec vous. D'accord? Yallah, ma Merci à à vous vous aussi. aussi, les étudiants. Oui, merci. Merci à vous pour votre patience. Merci, madame.